Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni panda. Messieurs, bonsoir ou bonjour. Merci d'être branchés sur la télévision nationale congolaise et sur toutes les chaînes partenaires qui vont relayer ce magazine. Je connais le Congo. Je connais le Congo. C'est une émission pédagogique et d'apprentissage de l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est une conception d'un des dignes fils de ce pays, Monsieur Thomas Lwaka Losendjola, qui se trouve être chercheur en matière d'histoire de la République démocratique du Congo, présentement vice-premier ministre, ministre des postes, téléphones, télécommunications et une nouvelle technologie de l'information et de la communication. Cette émission, vous la suivez depuis plusieurs mois, sinon des années, sur plusieurs médias congolais. Vous avez ce jour l'exceptionnel bonheur d'avoir la version, bien entendu, télévisée sur la télévision nationale. Et je m'en voudrais si je ne disais pas merci à Monsieur le vice-premier ministre Thomas Lwaka de me faire l'honneur de présenter ce premier numéro télévisé de Je connais le Congo. Mesdames et messieurs, vous savez, le mois de juin, c'est un mois historique, bien entendu, depuis la création, la naissance du Congo-Kinshasa, à l'époque, l'État indépendant du Congo, puis le Congo belge. Voilà pourquoi, pour rafraîchir la mémoire des fils et filles de notre peuple sur la trajectoire historique de ce beau et grand pays, nous avons fait recours ces jours à M. Thomas Lwaka Losendjola, comme je l'ai dit en avant-propos, c'est lui le concepteur de cette émission, pour nous dire un peu comment nous en sommes arrivés là. Est-ce que l'histoire se répète? Même si Lumumba disait à l'époque que l'histoire du Congo ne sera écrite ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à Washington, ni à Londres, mais au Congo-Kinshasa. Est-ce que sa prophétie s'est réalisée? Un gros point d'interrogation qui ne convient pas sur ce plateau, mais nous allons essayer d'y donner la suite au travers de cette émission. Monsieur le vice-premier ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Louis-Dor Balekelaï. Merci de cet honneur exceptionnel que vous nous faites pour produire ce premier numéro télévisé de cette émission. Je connais le Congo, dont vous êtes le concepteur, je l'ai dit en avant-propos. Alors, pour commencer, parce que la génération a besoin d'être, la jeunesse a besoin d'être instruite. Les années 1880, qu'est-ce que cette date représente dans la marche et même la création de l'État indépendant du Congo? Merci beaucoup. J'ai commencé d'abord par vous remercier, vous personnellement, d'avoir accepté de m'associer à cette émission et puis la direction de la RTNC pour avoir donné cette occasion de pouvoir m'exprimer ici. Donc, la première des choses, on va essayer de voir, nous sommes au mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois de l'indépendance de notre pays. Donc, on se dit qu'il est peut-être intéressant de faire quelques émissions sur l'histoire politique de notre pays pour nous permettre de savoir d'où nous venons. Parce qu'il y a un adage qui dit « celui qui ne sait pas d'où il vient n'arrivera jamais à destination ». Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, on a aussi l'impression qu'il y a beaucoup de choses, des attitudes, des comportements de certains membres de la classe politique aujourd'hui, et on ne peut pas les comprendre. Les étrangers parfois, d'autres Africains ne comprennent pas nos comportements parce qu'ils ne comprennent pas notre histoire. Ils ne connaissent pas notre histoire. Et puis autre chose, il y a les comportements de certains partenaires de la RDC, des partenaires étrangers, et les comportements qu'ils ne peuvent pas afficher dans d'autres pays, mais ils les affichent chez nous.
parfois les gens ne comprennent pas ces attitudes et je pense que l'histoire nous permettra de mettre les choses à l'endroit et puis ça nous permettra, nous les Congolais, de faire une prise de conscience pour pouvoir nous émanciper de certaines attitudes, de certains comportements. Tout à fait. Pour revenir maintenant à votre question. Oui. Disons, pour aller vite, dans les années 1800, on a vu Stanley est venu au Congo, il a fait le tour de la rivière. En fait, Stanley, quand il vient au Congo, il est à la recherche des sources du Nil. Il passe par la Tanzanie, à l'époque ça s'appelait Tanganyika. Il cherche la source du Nil. On lui dit, lorsque vous allez vers l'ouest, vous allez tout droit, il y a une grande rivière qui monte vers le nord. C'est probablement ça la source du Nil. Et Stanley va venir, il entre dans le Congo, et puis il va aller dans le Maniema. Et à Kindu, il va trouver la rivière Lualaba. Précisément, la rivière, donc le fleuve Congo, monte vers le nord. Donc il commence à descendre cette grande rivière, ce grand fleuve, croyant que ça va le conduire en Égypte. Et lorsqu'il arrive à Kisangani, il va voir que la rivière, le fleuve va bifurquer vers l'ouest et n'allant plus vers le nord. Il va se rendre compte que ce n'est pas le Nil, c'est un autre fleuve. Il dit, ok, je continue. C'est comme ça qu'il va continuer son aventure jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo. Donc, il va arriver à l'océan Atlantique. Arrivé en Europe, c'était un journaliste, il va faire des articles, ça va avoir beaucoup de succès. Et c'est comme ça que le roi Léopold II va s'intéresser au Congo à la suite de ces reportages, de ces journalistes. Maintenant, pour aller vite, beaucoup de pays européens sont intéressés par l'Afrique. Ils ont des ambitions. Et en particulier sur la RDC. Le premier pays qu'on peut citer, c'est l'Angleterre. L'Angleterre a un vieux projet, une ambition qu'on appelle les C2C Project. C2C Project, ça veut dire quoi? Le C, ça veut dire du Cap, la ville de Cape Town, en Afrique du Sud, du Cap au Caire. En Égypte. Donc, les Anglais ont une ambition de conquérir à partir du Cap de l'Afrique du Sud jusqu'au Caire. Ce qu'on appelait C2C. C2C, voilà. Oui. Les projets C2C. En anglais, oui. Le projet C2C. C2C. Donc, ils vont tracer une ligne qui part du Caire jusqu'au Cap. Ils décident que tous les territoires situés à l'est de cette ligne droite, lorsque vous avez la carte de l'Afrique chez vous, faites cet exercice, vous allez voir que cette ligne-là traverse une grande partie de la RDC, ce qui deviendra la RDC. Donc ils disent que tous les territoires qui sont à l'est doivent appartenir à la Grande-Bretagne. C'est notre ambition. C'est comme ça qu'ils vont conquérir l'Afrique du Sud, les Zimbabwe, qui était à l'époque la Rhodésie du Sud, la Zambie Rhodésie aussi. du Nord, la Zambie, Oui. et puis il va y avoir l'Ouganda, le Kenya, le Soudan, l'Égypte. Donc ils ont cette ambition-là de prendre l'Est de la RDC. Les Français, quelle est l'ambition des Français dans les années 1800? Les Français disent ceci. Savorgnan de Brazza, qui a négocié avec le roi Makoko, ici dans une localité qui s'appelait Mfwa qui deviendra Brazzaville. Donc, il dit, lorsque Makoko a négocié avec Savorgnan, il lui a donné tous les poules Malébo. Vous savez, là où il y a les beaches. Oui. Donc, pour les Français, puisque les poules en entier nous appartiennent, les drapeaux français doivent flotter sur les deux rives du fleuve Congo. À Brazzaville, ce qui deviendra Brazzaville, et au Congo-Kinshasa. Donc, Congo-Kinshasa est revendiqué. La ville de Kinshasa est revendiquée par le français. Les Portugais. Donc, ça fait 3 pays. L'Angleterre, la France et le Portugal. Oui, et le Portugal, oui, qui avaient des ambitions sur le Congo. Les Portugais disent que nous, c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Donc, nous avons des droits historiques sur l'embouchure du fleuve Congo, donc en particulier ce qui deviendra aujourd'hui les Bas-Congo. Les Bas-Congo doivent être une propriété du Portugal, donc annexée à l'Angola. Donc voilà, comme les Occidentaux sont des gens quand même assez relativement raisonnables, ils vont se dire, au lieu de nous battre, parce que ça va dégénérer en conflit, oui, est-ce qu'on ne peut pas parler comme des gens civilisés? Alors, ils vont convoquer une très grande réunion à Berlin, sous le leadership de Bismarck, qui est le premier ministre à l'époque, on l'appelle le chancelier.
Donc, Bismarck convoque cette réunion. Pourquoi l'Allemagne convoque la réunion? Parce que l'Allemagne, c'est la grande puissance européenne, la première puissance militaire européenne de l'époque. Pourquoi? En 1870, l'Allemagne vient de battre la France. On va y arriver, monsieur le vice-premier ministre. Pour raison d'histoire, autour des années 1492, il y a eu un nom qui a fait aussi l'histoire de Christophe Colomb. Quel a été son apport dans cette aventure? Ah oui, vous avez tout à fait raison. Oui. En fait, c'est une parenthèse qu'on peut ouvrir. Oui, on revient à l'Allemagne aussitôt après. Oui, on va voir qu'au Congo, lorsqu'il y a des découvertes importantes dans le monde, souvent le Congo paye le prix fort. Je vous ai dit que Diego Cao a découvert l'embouchure en 1482. Oui. 10 ans plus tard, un autre explorateur européen, Christophe Colomb, va découvrir l'Amérique. Donc l'Amérique est découverte 10 ans après le Congo. Le Congo. Et lorsqu'on découvre l'Amérique, ça va entraîner la colonisation, l'exploitation et l'esclavage. Et c'est comme ça que beaucoup d'Africains vont être amenés pour faire les champs aux États-Unis, dont les Congos. Les Congolais, beaucoup de Congolais ont été exportés, ont été amenés esclaves en Amérique après la découverte. Donc vous voyez, la découverte de l'Amérique, nous payons le prix par l'esclavage. Je peux même continuer un deuxième exemple. En 1885, nous allons le voir, l'État du Congo, indépendant du Congo est créé. Dans les années 1890, on invente les pneus que nous utilisons maintenant, grâce au caoutchouc. Lorsqu'on invente les pneus, donc on a besoin de caoutchouc. Et le Congo va payer les plus forts pour l'exploitation du caoutchouc. Dernier exemple, dans les années 1990, on va inventer les téléphones portables. Et on découvre qu'on a besoin d'une matière première très très importante pour les portables, c'est le coltan. Et on comprend l'instabilité du pays depuis la découverte du coltan jusqu'à ce jour. Bon, on revient à notre sujet. Donc, le Portugal dit que nous avons besoin de revendiquer les droits historiques sur la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par leurs compatriotes. Bon, ils se disent il faut qu'on parle. L'Allemagne, c'est cabre. Non, l'Allemagne, c'est la grande puissance qui convoque la réunion. Tout le monde se présente à Berlin. Et puis, la conférence de Berlin commence. La conférence de Berlin va commencer au mois de novembre 1884. Et qu'est-ce qui va se passer là à Berlin? Le dossier du Congo comme tel n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Mais Léopold II va faire de la grande politique. Léopold II va commencer à aller voir chacune des délégations pour obtenir la reconnaissance de son État. Il veut créer un État indépendant au Congo. Avant même la conférence, il va commencer avec les Américains. Les Américains, ce sera au mois de mars. Au mois de mars, non, c'est le 22 avril 1884. Je vous ai dit que la conférence de Berlin va commencer au mois de novembre. Mais déjà au mois d'avril, le 22 avril 1884, les États-Unis reconnaissent l'État indépendant du Congo. Visiblement, c'est le premier pays qui a reconnu l'État indépendant. C'est le premier pays, exactement. Parce que ça a une signification symbolique. Ça a une signification, nous verrons même dans d'autres épisodes, nos relations avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier pays au monde qui ont reconnu l'État indépendant du Congo. Et puis après, le 3 novembre 1884, c'est l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que Bismarck est un ami personnel à Léopold II. Donc, l'Allemagne va reconnaître. Et c'est ainsi que lorsque la conférence commence, la conférence de Berlin commence, les délégués de Léopold II vont aller commencer maintenant à travailler chaque délégation dans les couloirs, dans les chambres, pour obtenir les reconnaissances. Donc, c'est ainsi que le 16 décembre 1884, la Grande-Bretagne va reconnaître, va signer un accord. Le 19 décembre, c'est l'Italie. Le 24 décembre, c'est l'Autriche-Hongrie qui était une puissance à l'époque. 27 décembre, c'est le Pays-Bas. Le 7 janvier 1885, c'est l'Espagne qui va reconnaître. Le 5 février 1885, c'est la Russie et la France qui reconnaissent l'État indépendant. Le 10 février, c'est la Suède. Le 14 février, c'est le Portugal. Et enfin, le 23 février, c'est le Danemark et la Belgique. La Belgique est le dernier pays qui a reconnu l'État indépendant du Congo à Berlin. Quand bien même Léopold II était un Belge. Exactement, parce que c'était ses affaires privées. Lorsque Léopold II a la reconnaissance de ces pays-là, surtout la reconnaissance de la Belgique, Léopold II maintenant va aller en plénière de la conférence
en plénière pour notifier officiellement. La conférence qui a duré pendant 3 mois. Oui, ça a duré 3 mois. 3 mois. Il va notifier à tous les participants l'existence de l'État indépendant du Congo. Ça, c'est le 23 février. La conférence se terminera 3 jours plus tard, le 26 février 1885. Et ce jour-là, Léopold II va demander à la conférence de signer l'acte final comme participant. Donc, l'État indépendant du Congo, ce qui est devenu le Congo aujourd'hui, est le seul État africain qui a signé l'acte final de la conférence de Berlin. Aucun autre pays africain n'a posé sa signature. C'est le Congo qui avait signé à Berlin. Alors, pour nous rafraîchir la mémoire, monsieur le vice-premier ministre, pouvez-vous nous dire un peu les grandes résolutions de l'acte de Berlin? Oui, les grandes résolutions de l'acte de Berlin... On a parlé à l'époque, par exemple, de la liberté Exactement, du commerce. Liberté du commerce. La liberté du commerce sur le bassin du fleuve Congo. Donc, on considère... En fait, en réalité, ce qui s'était passé, on va créer une entité politique qui n'appartient à aucun pays, qui n'appartient à aucune nation, mais dont on va confier la gestion à un individu. C'est le roi des Belges, Léopold II. Et puis, on va dire, puisque ça nous appartient à nous tous, c'est comme une cour commune. Vous savez, dans les immeubles où il y a des appartements, la cour, on dit, la cour commune, elle appartient à tout le monde. Le Congo a été créé dans cet état d'esprit-là. Ça nous appartient à nous tous. Donc, il y a des principes de gestion. Liberté de commerce pour tous, neutralité du bassin du Congo, même en cas de guerre. Le Congo ne prendra pas parti pour un cas ou un autre. Le Congo restera neutre. Troisièmement, la navigation libre sur le fleuve Congo. Libre. Libre. Tout celui qui veut traverser le Congo en utilisant le fleuve. Il le fait comme bon le semble. Comme bon le semble. Oui. Comme bon le semble. Oui. Et puis, quatrième, un autre élément, justement, le côté un peu humanitaire, on dit nous allons intensifier la lutte contre la traite négrière. Parce qu'à l'époque, il faut qu'on se souvienne, l'Est de la RDC est occupé par des Arabes. Les musulmans arabes occupent l'Est de elle, colonisent l'Est de la RDC, ce qui d'ailleurs va expliquer l'apparition du Swahili. Le Swahili, c'est le mélange de l'arabe et des langues bantou que ces Arabes utilisaient là-bas. C'est comme ça que le Swahili va apparaître. Donc tout l'Est de la RDC où on parle le Swahili était occupé par les Arabes, qui étaient des esclavagistes. Donc, conférence de Berlin dit, nous allons combattre les esclavagistes sur terre et sur mer. Tout à fait. Il y a également, parce que vous avez parlé de l'arabe, il y a une partie du Kasaï qui a connu le passage des typotypes avec tout ce qu'il y a eu comme incident sur la culture. Peut-être une petite parenthèse, oui. Puisque vous parlez de l'arabe. Du Kasaï et de l'arabe. Oui. Lorsque les Arabes viennent, ils viennent essentiellement faire du commerce. Ils viennent faire du commerce, ils sont là, ils cherchent des marchandises importantes. C'est les pointes d'ivoire et c'est les esclaves. Donc, ils viennent, ils achètent, ils repartent. Ils viennent, ils achètent. Et puis, il y a un arabe. En réalité, c'était un mulâtre. On les appelait les arabisés. Oui. Son père était arabe, sa mère était une africaine. Donc, il était métissé. Oui. Qui s'appelait Mohamed El Moujerbi. Mohamed El Moujerbi dit, ma mère vient du Maniema. Pourquoi on va faire du commerce? Moi, je peux m'installer ici comme un roi. Donc, ça devient une aventure politique. Donc, il va s'installer là-bas. C'est comme ça que les Arabes vont s'installer dans le Maniema. Ils vont créer leur capitale à Kassongo et à Nyangwe. Ils s'installent. Et lorsqu'ils s'installent là-bas, Mohamed El Moujerbi, qui sera plus connu dans l'histoire par son surnom, il est connu dans l'histoire comme Tipo Tipo. Donc, Tipo Tipo, voilà. Il s'installe, il commence à régner là-bas. Et puis, Tipo Tipo, lorsqu'il fait ses affaires, il va découvrir un jeune Congolais qu'on va lui présenter. Le garçon s'appelle Mwanza Kasongo. Mwanza Kasongo, il commence à travailler auprès de Tipo Tipo. Tipo Tipo va remarquer que c'est un garçon très éveillé, très intelligent, beaucoup d'initiatives. Tipo Tipo va s'attacher à ces jeunes garçons et il va les former. Il va les former militairement, à l'art du commandement. Et ce garçon va devenir son lieutenant. C'est lui qui va commencer maintenant à terroriser la population, à chasser, à faire des rafles des esclaves. Et Mwanza Kasongo, lorsqu'il va battre un grand chef Tétéla, qui s'appelait le chef Ngongo, lorsqu'il va le vaincre, le grand chef Tétéla, Ngongo,
Vous savez, en Afrique, lorsque vous battez les champions, vous devenez les champions. Effectivement. Lorsque vous battez Edingwe, vous devenez Edingwe. Donc lui maintenant, Mwanzaka Songo va devenir Ngongo, le nouveau Ngongo. Il s'appelle Ngongo. Mais comme il voyageait beaucoup, en Swahili, celui qui voyage beaucoup, on l'appelle Moussafiri. En Tetela, celui qui voyage beaucoup, on dit Lueteta, qui deviendra Lutete. Donc Mwanzaka Songo va devenir Ngongo Lutete, les champions des esclavagistes arabes. Et celui qui va terroriser tous les Kasaïs, parce qu'il venait faire des rafles là-bas chez les Kasaïens. Donc tout le monde avait peur. Mais, et on va refermer les parenthèses des Arabes, des Arabes. Il y a un grand chef, Luba, qui va décider de ne pas fuir. On lui dit que Ngongo Lutete arrive. Il décide, il va armer ses guerriers Luba, il va dire, moi, je vais les vaincre. Je vais, Sokakoboma, Abom. Les grands chefs Luba s'appelle le chef Kalamba. Le chef Kalamba Mukenge, c'est l'arrière-grand-père de l'acteur sénateur Kalamba. Qui vient de rendre âme, enfin qui a tiré sa révérence. Voilà, dans le Kasaï central. Dans le Kasaï central. Donc, celui qui va défier Ngongo Lutete, et Ngongo Lutete va s'arrêter, il n'ira pas plus loin, il va faire marche arrière. Donc, on referme cette parenthèse. Oui. On revient maintenant à la conférence, on était à la conférence de Berlin. Oui. Donc, Léopold II, officiellement, son état est reconnu. Maintenant, il lui reste une étape. Il doit convaincre les Belges, comme il est le roi des Belges. Il faut que les Belges l'autorisent à devenir roi d'un autre État. Et c'est comme ça que le Parlement belge va se réunir le 18 avril 1885. La Chambre des représentants, des députés, oui. Ils vont donner l'accord pour que Léopold II devienne aussi le roi du Congo. Et le Sénat belge va confirmer cette décision quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 30 avril. Le 1er juillet, il est bon de retenir cette date, le 1er juillet 1885, Sir Francis, il était colonel, le colonel Francis Winton, qui était l'administrateur général de l'État indépendant du Congo, va proclamer l'État indépendant du Congo à Vivi. Vivi, c'était notre première capitale. Proclamé en termes de naissance. Naissance, oui. Voilà. Donc, l'État indépendant du Congo est officiellement né le 1er juillet 1885. Pourquoi j'insiste sur cette date? Parce que nous allons voir que lors des débats sur l'indépendance, les Congolais vont imposer aux Belges la date du 30 juin pour obtenir l'indépendance. Pourquoi? Parce que les raisonnements de Kamitatu, c'est Kamitatu qui a suggéré cette date. Kamitatu le père. Cléophas. Oui, Cléophas. Il a suggéré cette date à Lévier Bolikango, qui était le président du Front commun. Il lui dit, voilà, officiellement, nous sommes devenus des colonisés, donc sous domination des Européens, le 1er juillet 1885. Nous devons revenir à la date où on était la veille. Avant qu'on ne devienne des esclaves ou des gens colonisés, on était des hommes libres. La veille du 1er juillet, c'était le 30 juin. Donc voilà la signification de la date du 30 juin. Pourquoi on a retenu 30 juin comme date de l'indépendance par rapport au 1er juillet, le jour où on a proclamé l'État indépendant. Donc voilà, on est devenu indépendant. Mais en réalité, quand on parle de l'État indépendant du Congo, c'est une fiction. Comment ça? C'est une fiction parce qu'en réalité, Léopold II venait de créer une colonie sans métropole. C'était une colonie qui lui appartenait, c'était un bien privé. Un bien privé, oui. Un bien privé qu'il va commencer à gérer. Et lorsqu'il va gérer, il va mettre cette exploitation sous sa coupe. Ça va être une exploitation brutale, sauvage. Sans contrôle. Sans contrôle. Sans contrôle, on va... Comment ça va se passer? Il y a des choses qu'on va créer. Par exemple, ce qu'on appelle... Il va créer des sociétés privées à qui il donne des monopoles. Il y a l'Anversoise, la Bire, des sociétés qui contrôlent des grandes étendues, qui font la police, qui font les commerces. Donc c'est comme ça que le Congo va être géré par Léopold. Il aurait même imposé certaines taxes et des douanes. Exactement. D'ailleurs, on comprendra après pourquoi il va se fâcher avec la communauté internationale. Parce qu'on a dit tout à l'heure dans les résolutions de Berlin, liberté de commerce, libre circulation. Lui, il va créer des taxes et des droits de douane pour empêcher les autres pays de venir faire du commerce. Il va mettre des barrières.
Et ensuite... Ça a eu des conséquences sur la situation sociale de la population. Oui, ça a eu des conséquences parce qu'il va créer des choses, par exemple, on appelle les portages. Vous savez, à l'époque, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de voitures comme aujourd'hui, il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de chemin de fer. Donc, les indigènes étaient obligés de transporter tout sur leur dos. Alors, des corvées. Des corvées. Donc, on prenait les colons, là, sur les chipoy. 100, 200, 300 km, 500 km à pied, on transportait les Belges, les Anglais, tous les colons qui venaient sur les chipoy. On transportait des marchandises sur les dos des gens. Il y avait des corvées où on avait l'obligation. Lorsque un colon passait par là, on devait le nourrir, presque gratuitement. Donc la population était exploitée. Et puis, la chose qui va vraiment être à l'origine de notre malheur, et certains qualifient ça même d'un génocide, des massacres à grande échelle, c'est l'exploitation du caoutchouc. J'ai dit tout à l'heure qu'on venait de découvrir la société, les frères Goodyear, on appelle chez nous Goodyear en français Goodyear, a inventé les pneus. Donc le monde a besoin de caoutchouc pour faire des pneus. Et on va commencer, ça paye très bien à l'époque. C'est comme du pétrole aujourd'hui. Oui. Comme même du chaos à l'époque. Oui. Exactement. Oui. Donc maintenant, Léopold II a besoin d'argent, il a besoin de s'enrichir, il a besoin de construire des châteaux en Belgique, il a besoin de faire des choses pharaoniques chez lui, donc il a besoin d'argent. Et c'est comme ça qu'on va commencer à exploiter les gens. Il y a des impôts. Comme on n'a pas d'argent à l'époque, les impôts, il faut un individu doit amener par exemple 5 kilos de caoutchouc. C'est ça ton impôt. Et puis parfois, lorsque vous venez pour vendre, vous avez payé votre impôt, mais vous voulez vendre, on vous donne contre 1 ou 2 kilos de caoutchouc, on vous donne une cuillère de sel. Des sels, là, on vous donne 1 kilo, c'est l'équivalent de 2 kilos. Donc, les gens sont exploités. Il y a même les enfants et les femmes des Congolais qui sont pris en otage jusqu'à ce que leurs époux, leurs pères, vont amener du caoutchouc. Donc, c'est vraiment très, très violent. Lorsque les gens refusent de récolter les caoutchoucs, on les tue, on coupe les mains. C'est ça, certains entendent les mains coupées, les mains coupées. Pourquoi on coupait les mains? Parce que dans l'armée coloniale, on contrôlait les munitions. Maintenant, un militaire à qui on a donné 20 cartouches, il revient avec 10. Il doit justifier qu'est-ce qu'il a fait des 10 cartouches qu'il n'a pas ramenées. Alors, pour justifier ça, il dit « j'ai tué 10 personnes ». J'ai tué 10 personnes, donc ça m'a pris 10 cartouches. La preuve que j'ai réellement tué ces gens-là, il doit amener leurs mains. Donc voilà l'origine des mains coupées. Donc on voyait des militaires passer avec 16 mains, avec 10 mains et tout et tout. Donc ça veut dire que toutes ces brutalités ont été accompagnées des conséquences telles que mort d'hommes. Exactement. Est-ce que l'histoire quand même donne un chiffre approximatif en termes de morts qu'il y a eu à la suite des brutalités imposées par l'administration de Léopold II? Oui, vous avez tout à fait raison. Les estimations, des estimations sérieuses des historiens considèrent qu'entre 1880 et 1908, donc la période léopoldienne, les Congolais ont perdu à peu près 13 millions de morts à la suite de la colonisation. C'est plus qu'un génocide, ça. Exactement, exactement. Donc il y a eu beaucoup de morts, ce qui va faire que maintenant Léopold II, il continue donc dans son exploitation, mais quelles sont ses relations avec la Belgique et son État indépendant? Et c'est là qu'on va comprendre, si on veut comprendre la situation d'aujourd'hui. Léopold II, en 1890, il va emprunter à l'État belge 25 millions de francs congolais et de francs belges. Il dit voilà, prêtez-moi cet argent. Si je ne rembourse pas, je vous promets que je vais léguer le Congo. Dans mon testament, je vais vous donner ça. Ça vous appartiendra. Aux Belges. Et pour bien faire les choses, il va publier son testament, où il a bien mentionné qu'à ma mort, je lègue le Congo à la Belgique. En 1890. Donc il a emprunté 25 millions. Et puis, en 1895, il revient encore. Il a toujours besoin d'argent. Parce qu'à l'époque, ça ne commence pas encore à payer. Oui. En 1895, Léopold II va emprunter encore 6 millions de francs belges à la Belgique. Au gouvernement belge, il dit, prêtez-moi de l'argent. Et ça, si je ne paye pas jusqu'à 1901, vous allez récupérer le Congo.
Donc c'est la garantie, quoi, comme une hypothèque. Hypothèque. J'hypothèque une ferme, j'hypothèque ma maison. C'est comme ça que Léopold II hypothéquait le Congo. Tout un État. Tout un État. Avec sa population, l'étendue, les richesses. Il dit, si je ne vous paye pas les 6 millions, vous allez récupérer le Congo. Et ses habitants. Et ses habitants. Et puis, lorsqu'on arrive justement en 1901, le premier ministre belge de l'époque, il s'appelait Bernard. Bernard va faire une proposition au Parlement. Il dit, voilà, les rois, nous lui avons prêté 6 millions de francs. Il a dit, si on arrive à 1901 et qu'il n'arrive pas à payer, on récupère le Congo. Donc, nous demandons qu'il nous donne le Congo. Et sa population. Et sa population. Léopold II refuse. Il dit, non, non, je ne peux pas vous donner le Congo, je n'ai pas encore récupéré mon investissement. Parce que là, maintenant, les caoutchoucs commencent à payer. Oui. Il dit, non, non, je n'ai pas encore récupéré tout ce que moi j'ai investi dedans. Donc, il refuse de remettre le Congo. Le Parlement belge va dire, bon, on va repousser les échéances. Donc, et puis cette situation-là d'exploitation barbare va choquer certains témoins, essentiellement les pasteurs, les missionnaires protestants, qui sont au Congo. Ils vont commencer à parler. Il dit, on ne peut pas accepter ce qui se passe au Congo. Il y a même un pasteur américain qui va dire ceci, il a écrit, il dit, est-ce qu'il n'y a pas au monde un Américain très influent qui peut aller dire à Léopold II d'arrêter ce qui se passe au Congo? C'est inacceptable. J'ai vu comment on est en train de tuer des gens. J'ai vu comment on est en train de tuer des enfants pour pousser leur père à aller récolter du caoutchouc. Et même le pasteur, il dit, je suis allé voir les commissaires, les Belges, commissaires des districts. Je lui fais les rapports, j'ai dit, voilà ce qui se passe dans tel village. Le commissaire me dit, ne vous mêlez plus de ce qui se passe au Congo, sinon je vais vous expulser. Donc, ça commence à choquer. Donc, la contestation en milieu, religieux, date de très longtemps. Exactement. Les religieux, ce qu'on peut appeler la société civile de l'époque. Oui. Les missionnaires protestants dénoncent cela parce qu'ils étaient des témoins oculaires de ce qui s'est passé. Ils ne savaient plus supporter la cruauté des actes de Léopold II. Mais il y a un grand leader, malheureusement au pays il est inconnu, un grand leader de cette campagne de dénonciation. Il va s'appeler Aidé Morel, M. Morel. Morel va créer une association pour combattre ce qu'on peut appeler aujourd'hui les violations massives des droits de l'homme. Donc, Morel va créer une association qui va s'appeler Congo Reform Association, justement pour pouvoir dénoncer tout ce qui se passe au Congo. Comme abus. Comme abus. Léopold II va dire non, les Anglais sont en train de m'attaquer parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux de mon Congo. Et pourquoi ils ne dénoncent pas les violations des droits de l'homme dans leur propre colonie? Ils regardent que ce qui se passe au Congo. Moi, je ne peux pas accepter cela. Et puis, ça continue en 1904. Il y a un consul, le consul de l'Angleterre à Boma. Parce qu'entre-temps, Boma est devenue capitale du Congo en 1886. Oui. On a quitté Vivi, maintenant on a Boma. Oui. Le consul de la Grande-Bretagne qui a fait le tour du Congo va faire un rapport qu'il envoie à Londres sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu. Le gouvernement anglais va publier, on appelle ça les rapports Casement. Le gouvernement anglais va publier, ces rapports vont scandaliser les gens pour voir les massacres, les tueries, ce qui se passe, l'exploitation sauvage du Congo par le régime Léopold II. Léopold II va entrer en colère, il dit tout ça, ce rapport est partial, les Anglais ne m'aiment pas. Moi, ce que je veux faire, je vais mettre en place une vraie commission d'enquête. Les Anglais vont les prendre au mot, ils disent ok, pour une commission d'enquête, on va voir. Il faut qu'on mette réellement une commission d'enquête indépendante. C'est ainsi que on va mettre en place une commission d'enquête composée de 3 personnes. On va prendre un Belge qui était avocat général à la Cour de cassation à Bruxelles. On va prendre un Italien et on va prendre... L'Italien était au tribunal d'appel à Boma. Et puis on va prendre un Suisse. Donc voilà les 3. Un Belge, un Italien, un Suisse. On dit voilà, vous êtes la commission d'enquête. Allez vérifier les allégations du rapport Casement et des rapports des pasteurs protestants. Ces gens-là, les 3 personnalités... Parce que le rapport a été rendu public quand même. A été rendu public. Ils vont travailler pendant 4 mois. Du 7 novembre
jusqu'à novembre 1994 jusqu'au mois de mars 1905, je crois. 1904 jusqu'à 1905. 1905, oui. Ils vont commencer par Bolobo. Bolobo ici dans les Maïndombe, et puis ils vont faire le tour. Lorsqu'ils vont rendre leur rapport, le rapport sera rendu public, et là aussi, ça va scandaliser le monde entier. En fait, la commission d'enquête démontre que réellement, il y a des massacres. Ce qui se passe au Congo est inacceptable. On ne peut pas laisser faire ça. Ce que Léopold II est en train de faire là-bas, c'est contre la conscience de l'humanité. Véritable violation des droits de l'homme. Des violations des droits de l'homme, on ne peut pas accepter cela. Donc, le rapport est sorti. Et puis, maintenant, la Belgique est embarrassée. La Belgique dit, puisque la gestion de Léopold pose problème, nous devons récupérer cette colonie. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Léopold II va refuser. Il dit non, là on est maintenant en 1905, lorsque le rapport sort. Oui. Léopold II refuse. Il dit je ne veux pas céder mon bien. Ça m'appartient, c'est ma propriété, j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Je ne veux pas. Et il va changer d'avis seulement en 1906. Pourquoi 1906 ? Parce que Léopold II, n'oublions pas qu'il est le roi de la Belgique, donc il a quand même un réseau de renseignement, un service de renseignement. Qu'est-ce que Léopold II va apprendre ? Léopold II va apprendre qu'il y a une initiative des Anglais. Les Anglais veulent proposer la convocation d'une nouvelle conférence de Berlin. Une nouvelle conférence de Berlin qui sera convoquée en Angleterre, à Londres, pour évaluer les accords de la conférence de Berlin. La première conférence de Berlin, oui. Hein, on a vu liberté de commerce, liberté de navigation. Tout à fait. Il dit on va vérifier les accords si ça a été respecté. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous devons tirer les conséquences du rapport de la commission d'enquête indépendante. Donc, Léopold II apprend cela. Il dit voilà l'idée des Britanniques. Il va se renseigner. Visiblement, il se rendait compte qu'on allait lui confisquer le Congo. Exactement, parce qu'après, il apprend que même les Français sont dans cet état d'esprit. Les Français sont pour la convocation de la deuxième conférence de Berlin à Londres, et même les Américains. Le président américain Theodore Roosevelt, lui aussi, considère, il a lu les rapports, considère que ce que fait Léopold II au Congo est inacceptable. Donc, il faudrait qu'on participe à cette réunion parce que, peut-être je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la conférence de Berlin, c'est la première réunion internationale, la réunion politique internationale à laquelle va participer les États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais voulu se mêler de ce qui s'est passé en Europe. Pays, oui. Ils avaient leur doctrine, donc gérer leurs propres affaires, ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Mais pour la première fois, ils ont participé à la conférence de Berlin. Après avoir reconnu en tant que premier État l'existence de l'État indépendant du Congo. Exactement. Oui. Pourquoi aussi, comment Léopold II avait joué là-dessus ? Léopold II avait joué parce que dans la délégation américaine à la conférence de Berlin, l'un des délégués des Américains, qui était américain lui-même, c'est Stanley. Stanley qui est son employé. Mais Stanley se retrouve dans la délégation américaine pour défendre les intérêts de Léopold II. Donc c'est comme ça qu'il les avait infiltrés. Et du côté allemand, il a l'amitié de Bismarck. Donc voilà un peu comment il a fait de la politique. Tout à fait. Donc, lorsqu'il apprend cela, que les Français, les Britanniques, les Américains sont d'accord pour lui ravir le Congo, là, Léopold II dit, on n'a pas le choix. Si je veux conserver, ne fût-ce que mes propres intérêts, je dois faire de la politique. Il faut que je cède ma propriété privée à la Belgique. Sous la pression américaine. Sous la pression américaine, britannique et autres. Parce que les Britanniques disent... Si, et là, on est autour de 1906. 1906, oui. Oui. Donc, les Britanniques disent ceci. Si Léopold II cède la gestion de la colonie à la Belgique, nous, on arrête la campagne contre la violation des droits de l'homme. Donc, c'était ça le compromis. Et donc, Léopold II va s'incliner. Il va céder la Belgique. Il va céder le Congo par testament à la Belgique. Et en 1908,
le Parlement belge va adopter une résolution pour accepter l'annexion de l'État indépendant du Congo. Oui. Et c'est comme ça que l'État indépendant du Congo va devenir le Congo belge en 1908. Oui. Mais ce qu'il faut dire aussi, Léopold II, il cède en 1908, il va mourir en 1909. Mais tellement Léopold II a commis des exactions innommables au Congo, ça va même révolter la conscience des Belges. C'est ainsi que lorsque Léopold II meurt en 1909, les cortèges funéraires ou funèbres, lorsqu'ils traversent Bruxelles, tous les Belges vont se donner les mots d'ordre. Tous les Belges vont tourner le dos au cercueil de Léopold II. Dans la rue comme ça, les gens ne veulent pas regarder le cercueil, ils lui tournent le dos parce qu'ils considèrent que ce qu'il a fait au Congo, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter comme ça, tuer les gens pour prendre leurs richesses. Massacrer les gens pour s'enrichir. En s'enrichissant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait construire des châteaux en Belgique. Il a aménagé des places publiques en Belgique. Il a acheté même des villas sur la Côte d'Azur, ce que notre précédent chef de l'État reprendra aussi cette habitude-là. Maréchal, il va même s'acheter des yachts. Donc Léopold II va s'installer sur une grande villa sur la Côte d'Azur en France. Il va s'acheter des biens énormes et tout et tout. Voilà à quoi lui a servi l'argent qu'il a pris au Congo. Et ça a permis à la constitution des grandes fortunes. Il y a des grandes familles aujourd'hui en Belgique qui sont des familles riches grâce à l'exploitation sauvage du caoutchouc au Congo. Tout à fait. Monsieur le vice-premier ministre, nous allons tendre vers la fin de cette émission. En faisant ce parcours historique, on voit l'implication de plusieurs pays européens et même les États-Unis dans la gestion du Congo, déjà en tant que propriété du roi des Belges et même en tant qu'État indépendant du Congo. On a senti une grande implication des pays occidentaux. Est-ce que ceci démontre qu'effectivement le Congo est un pays géostratégiquement important depuis sa naissance jusqu'à ce jour? Et c'est ce qui expliquerait même toutes ces convoitises, toutes ces guerres. On aura à y consacrer beaucoup d'émissions. Non, vous avez tout à fait raison. Oui. Vous avez tout à fait raison. Parce que à la création du Congo, le Congo est créé par ce qu'on appelait à l'époque la communauté internationale. Oui. Comme un bien commun, où chacun doit trouver son compte. Et ils ont senti qu'ils ont été floués par les gestionnaires. On a confié la gestion à un individu, Léopold II, qui a joué au plus malin, en ne permettant pas aux autres de se retrouver. C'est comme ça, et c'était fondé, je ne dis pas que les massacres, les violations des droits de l'homme n'existaient pas, non, ça existait réellement, mais ces adversaires aussi ont profité de cette campagne pour les descendre. Et c'est comme ça que Léopold II va lâcher les Congos à la suite de cette campagne de ses anciens amis. Peut-être ajouter, puisqu'on est à cette période-là, pour expliquer aussi autre chose. Lorsque les Belges, Léopold II, discutent avec les Français, avant de signer l'accord dont on vient de voir là, pour reconnaître l'État indépendant. Oui. L'acte de Berlin. L'acte de Berlin. Léopold II veut conserver Vivi et Boma. Et Boma, au même moment. Boma, qui sont sur la rive droite du fleuve Congo, qui est du côté français. Les Français, ils veulent occuper cet espace-là. Ils disent, non, moi j'ai besoin de cet espace-là, si vous pouvez me céder. En contrepartie, puisque Léopold II et la France acceptent de céder cet espace-là, la France, en contrepartie, va demander les bassins du Kwilu-Nyari, c'est-à-dire une partie du Congo-Brazzaville qui est en face de l'Équateur. C'était une partie du Congo. Et c'est comme ça que le Congo-Brazzaville va récupérer cet espace-là en échange des Boma et des Vivi. Ça, c'est le premier exemple. Puisqu'on parle de cette période, il faut que les gens comprennent un peu les choses. Pour les frontières. Deuxième exercice que Léopold II va faire, de la gymnastique. On a dit tout à l'heure que l'embouchure du fleuve Congo appartenait aux Portugais. Léopold II considère qu'il a besoin
des 30 km là-bas pour la frontière pour pouvoir avoir un accès à la mer. Le Congo n'a pas, quand il crée le Congo n'a pas d'ouverture à la mer. Donc, il va voir les Portugais. Il dit, voilà, j'ai besoin, si vous pouvez me donner 30 km d'espace sur la mer. Les Portugais disent non. Parce qu'à l'époque, Cabinda est attaché à l'Angola. À l'Angola, oui. Donc, nous, on n'a pas d'ouverture. Ils disent non. Qu'est-ce que Léopold II va faire? Léopold II va voir les Français. Il va signer un accord secret avec les Français. Il dit, si je n'arrive pas à exploiter, faire la mise en valeur du Congo, je vais vous céder ça. Il accorde à la France ce que les juristes appellent les droits de préemption, c'est-à-dire les droits d'acheter en premier. Il dit, les jours où je voudrais me débarrasser du Congo, je vous vendrai ça en premier. Il signe les accords secrets. Léopold II va voir les Britanniques qui sont un peu le soutien diplomatique des Portugais. Ils disent aux Britanniques, est-ce que vous pouvez dire aux Portugais de nous donner une fenêtre sur la mer? Les Britanniques, ils disent non, c'est les droits historiques du Portugal, on ne va pas leur demander ça. Léopold II va sortir son accord secret avec les Français. Il dit, voilà, j'ai cet accord avec les Français, vous me mettez dans une situation difficile. Comme je n'ai pas d'ouverture sur la mer, je ne peux pas mettre en valeur le Congo. Vous me poussez à vendre le Congo à la France. Ce que les Anglais ne souhaitaient pas. Les Anglais vont se dire, donc on n'a pas le choix, ils vont obliger les Portugais à nous donner l'ouverture sur l'océan. C'est comme ça qu'on va avoir les 30 ou 32 kilomètres que nous avons sur l'océan Atlantique. Donc ça, c'est la diplomatie que Léopold II avait fait. Un autre exemple, toujours des frontières, lorsque les Rwanda, les Burundi, les Tanganyika sont des colonies allemandes, c'est l'Allemagne qui colonise ces pays-là. Et il y a des négociations qui vont avoir lieu en 1910. La ville de Changungu, Gisenyi, qui sont au Rwanda, sont des localités congolaises. Ce sont des villes du Congo. Ça, c'est la vraie histoire. Oui. C'est vrai. En 1910, la Belgique va signer un accord, les accords existent jusqu'à aujourd'hui, où la Belgique va reculer la frontière. C'est comme ça que Gisenyi et Changungu vont se retrouver au Rwanda. Qui était un royaume à l'époque. Oui, mais comment maintenant les Rwanda, les Burundi vont quitter l'Allemagne pour devenir belges? Et je pense qu'on pourrait s'arrêter par là. Oui, tout à fait, pour la prochaine fois. Oui, par cet épisode, avant de voir maintenant les péripéties de la colonisation, surtout de l'indépendance, et voir comment la Belgique a géré l'indépendance de notre pays. En 1914, la Première Guerre mondiale commence. Lorsque la guerre commence, en 1916, il y a un général allemand qui est au Rwanda, décide d'entrer au Congo pour venir conquérir les mines d'or de Kilomoto, vers Bunia. Donc, les convoitises ne commencent pas d'aujourd'hui. 1916, l'armée allemande entre au Congo et veut aller vers Bunia. La force publique va réagir avec un général belge qui était ici. La force publique va repousser les Allemands, chasser les Allemands du Congo. La force publique va entrer au Rwanda, libérer les Rwandais. La force publique va libérer les Burundi. La force publique va même entrer en Tanganyika pour libérer la Tanganyika. Et c'est comme ça que lorsque vous apprenez les localités qu'on appelle Mahenge, Tabora, ce sont des villes de la Tanzanie que la force publique a récupérées contre l'armée allemande. Donc, c'est comme ça que lorsque maintenant, en 1918, la guerre mondiale est terminée, l'Allemagne a perdu, la communauté internationale va se mettre autour d'une table et décider ce qu'on appelle les accords de Versailles. Comme l'Allemagne a perdu la guerre, on lui confisque tout. Pour placer sous l'administration belge. On va prendre les Togo, les Cameroun qu'on va donner à la France, le Tanganyika qu'on va donner à l'Angleterre. Le Tanganyika, lorsqu'il va s'associer avec les Zanzibar, ça deviendra la Tanzanie. Oui, la Tanzanie. Les Rwanda, les Burundi vont être confiés à la Belgique. À la Belgique. C'est comme ça dans les années, je crois, 1923, le Congo belge va devenir Congo belge, Rwanda, Burundi. Oui. Donc voilà notre... Sous une administration commune belge. Sous une administration commune. Belge, oui. Voilà comment notre destin et les destins des Rwandais et des Burundais va se croiser après la Première Guerre mondiale.
Tout à fait. Voilà, nous allons peut-être pour cette première émission nous arrêter par là. Monsieur le vice-premier ministre, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un juriste de formation, avocat, mais vous faites de recherches en histoire, notamment sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour une émission pédagogique comme celle-ci, on pose moins de questions, on donne le temps à celui qui expose la pensée de dérouler le fil d'idées pour vous permettre de vous imprégner de l'histoire. On peut donc retenir à travers cette présentation que le Congo a toujours constitué un gâteau que les grandes puissances se disputent depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Ce qui fait que quand il y a un problème au Congo, même actuellement, c'est tous les grands du monde qui s'élèvent. Oui, mais justement, en fait, malgré notre indépendance, en 1960, les problèmes, je ne dis pas que les problèmes, ce sont les étrangers. Les problèmes, je crois, les problèmes viennent de nous-mêmes Congolais. En fait, je pense que politiquement, mentalement, culturellement, beaucoup de politiciens congolais ne sont pas décolonisés. Parce que il est rare, si pas... Je n'ai jamais entendu ça. Voir un politicien congolais dire que moi je vais à Tokyo ou je vais en Chine pour demander le point de vue du gouvernement chinois, le point de vue du gouvernement japonais sur le dialogue congolais. En Asie, jamais, personne ne parle. Jamais. Mais c'est quoi la raison? Parce qu'ils n'ont pas été à la conférence de Berlin ou c'est Non, comment? Justement, parce que beaucoup de politiciens congolais, jusqu'à aujourd'hui, pensent en secret que le Congo appartient à nous les Congolais et à ceux qui l'ont créé. Alors que qui était à Berlin. Oui, qui était à Berlin, voilà. Les pays qui étaient à Berlin. Et c'est comme ça que nous-mêmes, nous donnons beaucoup de pouvoir à ces pays étrangers. Lorsque certains ambassadeurs, ils se réunissent et lancent même des fatwas sur le Congo, vous savez que par exemple, d'autres pays ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Comment les Congolais ne réagissent pas? En fait, les gens, nous les avons habitués à faire comme cela. Parce que nous pensons que puisqu'ils étaient là à la création du Congo, le Congo leur appartient à moitié. Et le destin du Congo est dans leurs mains. Exactement. Et même certains diplomates sont convaincus. Lorsqu'un ambassadeur arrive ici, la première fois, il est étonné de la pratique de la politique ici. Il est surpris de certaines libertés que certains diplomates se donnent de s'immiscer dans la gestion intérieure d'un pays souverain. Donc je pense que ces genres de missions vont nous permettre aussi à nous émanciper de cette culture coloniale que nous avons héritée de certains de nos prédécesseurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur le vice-premier ministre Omar Luaka Losendiola, merci de ce brillant exposé qui constitue la dimension verticale de cette émission, tandis que la conclusion que vous venez de faire tout à l'heure en constitue la dimension horizontale pour que les Congolais comprennent d'où nous venons et où est-ce que nous en sommes, parce que c'est très important de lier toujours les différentes modalités temporel, le passé, le présent et le futur pour pouvoir bien avancer. Nous estimons que ce n'est pas la dernière fois, nous disons que cette émission s'inscrit dans le cadre du mois de juin qui est historiquement connu comme le mois d'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. Nous promettons à nos téléspectateurs de vous retrouver dans nos prochaines émissions pour un autre numéro. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous très bien. Je disais en avant-propos que cette émission, vous la suivez sur différents médias nationaux, mais en version télévisée. Au moins sur les médias publics, c'est la première fois. Nous pensons, promettons d'y revenir à maintes reprises pour permettre aux générations présentes et à venir de s'imprégner de l'histoire du Congo depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Monsieur le vice-premier ministre, merci de tout cœur pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Indépendance, tcha, tcha.